Alors qu'est-ce qu'un Shriner? Ici on nous dit que l'UNIA fonctionnait de la même façon que les Black Shriners. Alors un Shriner, c'est un membre de l'ancien, en français, de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, une société charitable fondée aux États-Unis en 1872. Donc les Shriners, en fait, c'est un ordre co-maçonnique, un ordre co-maçonnique. Un ordre co-maçonnique qui est assez particulier parce que pour en faire partie, il faut avoir au moins le 32e degré de la franc-maçonnerie. Jusqu'en 2000, il fallait avoir le 32e degré de la franc-maçonnerie. Ici, dans cet article du New York Times qui date du 7 juin 1883, que vous pouvez récupérer dans les archives du Times sur Internet, on apprend ceci. Le Conseil impérial de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique des États-Unis a tenu sa session annuelle dans le temple maçonnique hier après-midi. L'ordre est composé de membres de la confrérie maçonnique qui ont atteint le 32e degré du rite écossais ancien accepté ou celui de Templier. J'ai mis une petite note, depuis les années 2000, il n'est plus nécessaire d'avoir le 32e degré pour devenir un Shriner. Mais avant 2000, c'était nécessaire. Donc avant 2000, pour être un Shriner, il fallait avoir quel degré au minimum? 32e degré. L'équivalent dans le rite de York est le grade de chevalier templier. Il y a en plus le Shrine, donc l'ordre ancien et arabe des nobles du sanctuaire mystique, qui est accessible aux maçons de 32e degré et aux chevaliers templiers qui souhaitent participer, donc qui sont particulièrement actifs dans la franc-maçonnerie. Donc, on va prendre au sens large, comme j'ai dit, il n'y avait aucune structure en Éthiopie. Donc, ça s'est passé par palier. Et la première des choses que Sa Majesté a fait, comme on parle d'éducation, il faut un ministère. Bon, il n'y a pas que l'éducation. Donc, ça a été l'organisation de ministères. Maintenant, je t'ai dit tout à l'heure que l'éducation n'était pas au rendez-vous, hein, non plus. Les nobles étaient éduqués, mais pas tous, et puis pas tous n'étaient aussi intéressés par prendre des responsabilités au sein du gouvernement qui se mettait en place. Donc, Haïlé Sélassié s'est beaucoup aidé d'étrangers qui voulaient, qui avaient une bonne volonté et qui voulaient aussi aider à développer ce pays. Mais ces étrangers avaient non, ils avaient deux buts principaux, on va dire. Donc le premier, c'était de faire du mieux pour que l'organisation de ce poste soit concret, et le second était la formation des natifs à les remplacer. Donc ils savaient ouvertement qu'ils étaient là simplement pour former les gens, et ils acceptaient ce rôle-là. Donc, comme je t'ai dit, il y a eu une école militaire qui a été fondée en 1918. Il y a eu des lycées, des écoles. Bon, l'école primaire, non. Pourquoi? Parce que l'enseignement primaire est donné par l'Église. Donc, c'est un enseignement, on va dire, pratiquement obligatoire, où l'Église enseigne l'écriture, la lecture, à partir des textes saints. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qu'on appelle le premier degré et le second degré est du domaine privé. Donc ça a été là la recherche d'Haïlé Sélassié, de se servir des missionnaires qui étaient en Éthiopie ou des ambassadeurs de toute la diplomatie, en fin de compte, pour leur demander de créer des écoles. Donc quand une nation voulait monter un consulat ou une ambassade en Éthiopie, c'était à la condition qu'elle monte aussi une école pour permettre aux jeunes Éthiopiens de pouvoir s'installer. Bien sûr, comme tout cela allait prendre énormément de temps, Haïlé Sélassié a décidé dès 1916 d'envoyer des étudiants éthiopiens à l'étranger aussi pour être formés. Voilà. Ici, vous avez Harry Truman, 33e président des États-Unis, qui était franc-maçon, avec 2 Shriners avec lui. Et vous voyez que sur leur couvre-chef, ils ont un prénom arabe. Lui, par exemple, s'appelle Karim, okay, dans le shrine. Ici, vous avez un Black Shriner. Okay. Ça, c'est Zulu, Ron Zulu, et donc avec son chapeau Al-Malika. Et il a fait une chose qui n'était jamais arrivée. Donc, on a parlé tout à l'heure de la création de l'Église d'Éthiopie. L'Église d'Éthiopie était dirigée par un évêque égyptien. Hein, et les autres évêques étaient aussi égyptiens. Le premier était Frumentius, qui s'occupait de l'Éthiopie. Et lui partait avec d'autres évêques d'Égypte qui nommaient dans les différentes provinces éthiopiennes. Donc Haïlé Sélassié, lui, a décidé que l'Église d'Éthiopie devait être gérée par des Éthiopiens. Et il a donc mis cette réforme en route.
Après, il y avait des dons qui étaient faits au monastère, des dons qui étaient faits aux églises dans différentes circonstances. Ça pouvait être lors de mariage, lors de décès ou des dons volontaires. Mais le peuple n'en touchait pas grand-chose. Donc le peuple ne profitait pas des dons qui étaient faits. Et Haïlé Sélassié a aussi réformé ces dons et demandé aux moines qu'une grande partie des dons soit reversée aux pauvres. Ce qu'il en a découlé, c'est que les batailles qui étaient fréquentes entre la population et l'Église dans le travail de la terre et dans les problèmes qui leur arrivaient se sont estompés. Donc, toutes ces choses-là ont été faites pour que les deux parties puissent y trouver un certain avantage. Pour la réforme agraire et que les nobles y trouvent un avantage, il s'est mis aussi à faire une réforme de la noblesse. Donc, en Éthiopie, auparavant, même au sein de l'armée, il était très difficile de savoir qui était qui. Les gens étaient... Bon, on savait que les cavaliers étaient des nobles, parce que ça, la cavalerie est réservée aux nobles. Les Éthiopiens ne supportent pas qu'un noble marche à pied comme eux. Le noble pourrait perdre son autorité sur le reste de la population s'il descendait à pied et qui marchait comme le reste du peuple. Donc ça, c'était officiel, mais après, entre le noble A et le noble B, aucune différence était là pour savoir s'il était déjà Jmatch, s'il était Kanya Jmatch, s'il était le grade en fin de compte qu'il avait. Hein. Et donc Haïlé Sélassié a aussi entrepris et puis réalisé tous ces signes distinctifs de la noblesse, ce qui donnait aux nobles une certaine prestance. Donc ils n'étaient pas contre, et ce qui rendait aussi fier le peuple, parce que le peuple voyait que son gouverneur, son chef, était paré d'une manière qui permettait de savoir qui c'était. Donc il y a eu aussi au niveau militaire, grandement à cause de l'invasion italienne, la professionnalisation de l'armée, donc l'apparition d'uniformes, l'apparition de casernes, l'apparition d'hôpitaux au sein des casernes aussi, l'apparition de la Croix-Rouge, des choses comme ça qui ont été professionnalisées pour que l'armée puisse combattre plus efficacement. Parce que dans les coutumes, tout le monde est soldat, mais quand venait une bataille, il y avait une proclamation, comme c'est fait mondialement, et après, dans cette proclamation, les gens n'étaient pas capables de reconnaître qui était leur chef. Donc c'était assez fouillis. Hein. Donc en mettant des uniformes et en mettant aussi des signes distinctifs au sein des grades, les gens savaient qui était le chef d'une centaine, le chef d'un millier, le chef de 10 000 hommes. Et comme ça, la discipline s'est installée. Par le fait d'avoir des casernes, parce que comme j'ai dit, c'était un rassemblement au moment des batailles, mais les soldats vivaient séparément à travers la région. Donc il n'y avait pas d'entraînement, tout simplement. Hein, les gens ne pouvaient pas s'entraîner. Donc en construisant des casernes, il a permis aussi à cette discipline de devenir vraiment quelque chose de réel et permettre aussi aux soldats de connaître son chef, d'avoir l'habitude d'être commandé par celui-là, parce que souvent, quand le paysan arrivait à la guerre et qu'un homme lui donnait des ordres, il ne savait pas trop qui il était. Donc il y avait des fois des ordres qui étaient contredits. Que là, en le faisant de cette manière-là, chacun s'y tenait. Ensuite, l'uniforme permettait aussi d'éviter les problèmes entre les paysans et les militaires. Alors, la réforme au niveau de l'éducation, ça a commencé en 1916 à peu près. Et elle s'est écoulée jusqu'en 1922. Il est mort en 1975, donc c'est pour donner les grandes dates de sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu assez longtemps, qui a régné très longtemps, puisqu'il a régné de 1930 à 1974, avec une interruption de règne de 1936 à 1941. Donc j'aime pas qu'on emploie le mot mort,
parce que malheureusement, le cercueil qu'on a donné à la famille impériale en 2005, on n'a jamais pu prouver à l'intérieur qu'il y avait les os de Haïlé Sélassié. Donc en Éthiopie, il y a aussi une coutume, il y a les Likwamakas qu'on appelle. Donc ce sont des personnes qui vont avoir la ressemblance de l'empereur, qui vont avoir le physique de l'empereur et qui servent en temps de guerre à donner une certaine confusion à l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi ne sait pas qui est réellement l'empereur. Donc voilà, c'est des sosies. Donc la famille impériale, une partie, a demandé à ce que les os soient testés, on va dire, pour que l'ADN de l'empereur soit reconnu au sein de ces os. Et le gouvernement impérial, le gouvernement éthiopien a refusé cette analyse. D'accord. Donc, ce qui fait que même la famille impériale ne savent pas si réellement, dans le cercueil, sont les os de leur grand-père ou bien les os d'un Likwamakas. Longtemps, il réussit ainsi à dissimuler les lacunes de son administration. Il n'assura pas la survie du régime. Il y a une anecdote dessus qui est assez troublante, c'est l'église éthiopienne, parce que l'église éthiopienne a une grande importance pour l'empereur, donc il a toujours un évêque à ses côtés, et elle a aussi au sein de l'Éthiopie une tendance à prévoir les actions qui vont se passer. Donc le Etchaj a été voir, donc l'Etchaj c'est celui qui est aux proximités de l'empereur, il a été le voir en lui disant que voilà, il allait être renversé par un colonel. Et de telle et telle division. Donc l'empereur l'a entendu. L'après-midi même, il est parti à cette division, donc c'était la 2e DB éthiopienne. Et une petite garnison, c'était pas énorme. Il y avait un capitaine qui s'occupait de la 2e DB, qui s'appelait le capitaine Mengistu. Donc, Haïlé Sélassié en a fait un général. Voilà. Donc, au courant bien de la prédiction de l'Église. Et quand l'Église lui a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous auriez pu le tuer, tout simplement. Et puis, le problème était réglé. Il a dit, bah, si Dieu l'a choisi comme ça, il faut suivre ce que Dieu veut. Donc, voilà, il était au courant de tout ça. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui voient en ça quelque chose de triste, comme tu as dit tout à l'heure. Mais la vérité n'est pas comme ça. C'est l'aboutissement de ce que voulait Haïlé Sélassié. Donc Haïlé Sélassié, comme je te dis, la 2e DB était vraiment infime, aurait pu tout simplement demander au reste de sa troupe de renverser ce coup d'État. Et là, il disparaissait. Mais le coup, pour Haïlé Sélassié, son peuple avait pris la décision de vivre sous le communisme. Donc c'est les dernières paroles qu'il a citées en disant « Si mon peuple veut au jour d'aujourd'hui vivre de cette manière-là, j'accepte mon renversement ». Donc il a laissé le pouvoir comme il l'avait décidé. Je parlais de sa disparition, j'allais dire de sa mort, mais on a bien compris que c'est la disparition, puisqu'effectivement son corps n'a pas été retrouvé, en tout cas pas remis à sa famille. Parce que les terres de Chachamani, dont on discute depuis tout à l'heure, ont été saisies en 1974 par le DERG. Donc là, ça nous amène à parler de la DERG, donc la junte communiste qui a chassé Haïlé Sélassié du pouvoir. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler quel contexte, quelle année, etc., les événements qui s'en sont suivis? Donc, des 500 hectares, on leur a laissé 5. Sur ces 5-là, ils ont été partagés entre différentes familles. Mais le DERG n'a pas le droit de faire ça. Il y a au niveau international, il y a des lois, voilà, qui empêchent de saisir des terres qui ont été données. Surtout que ces terres n'ont pas été données sur le patrimoine de l'Éthiopie, mais c'est Haïlé Sélassié qui les a achetées et qui en a fait cadeau à la communauté. Donc c'est pas non plus sous prétexte de reprendre des terres qui auraient été spoilées. Donc là, on parle de 1974, donc le renversement de l'empereur, mais une première tentative avait déjà été faite en 1960. Donc le DERG était en fin de compte des fils d'oligarches
qui étaient issus de l'université d'Addis Abeba, qui ont décidé de renverser l'empereur pour des raisons de pouvoir, en fin de compte, parce que le peuple lui-même n'était pas au courant de cette révolution qui se faisait, mais l'empereur, lui, avait été prévenu. Des millions de chrétiens à travers le monde, Votre Majesté, vous voient comme la réincarnation de Jésus-Christ. J'ai déjà entendu cette idée et j'ai aussi rencontré les leaders Rasta. Je leur ai dit clairement que j'étais un homme et que j'étais mortel et que je serais remplacé par la prochaine génération et qu'il ne fallait pas faire l'erreur, surtout pas de croire qu'un homme serait émané de la déité.